Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet sans tabou. C'est OK. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça peut pas durer. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et si nous voulons nous écarter des agences de notation, il faut rembourser notre dette et réduire notre déficit. Qui c'est qui a dit ça? Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Venez chanter à mes côtés. Et si tu changeais le monde. Et c'est génial. Ça, c'est l'UNP, c'est du positif, excusez-moi. Ils sont complètement fumés, quoi. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Mais là où il y a un énorme mensonge de la part de la droite, c'est sur le fait que, contrairement à eux, nous tenons les dépenses. Nous tenons les dépenses. Bonjour. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. France is back. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, quoi qu'il en coûte. Venez les gars. Allez. Viens Lilian. Non, moi je... Mais tu rigoles, viens. Non, plus tard. Nous n'avons aucune leçon à recevoir sur les questions d'équilibre des comptes publics et de préservation de l'avenir. Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. Bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Alors, on continue. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. C'est un dîner 3 étoiles véritablement qu'ils vont vivre puisque ce sont des grands chefs qui l'ont composé. Il y a tout d'abord Pierre Hermé pour le dessert, Yannick Aleno, Anne-Sophie Pix. Cela va débuter en entrée non pas par du foie gras puisque on le sait, le roi est un fervent défenseur de la cause animale, mais par du tourteau de homard bleu. En plat viendra non pas des fruits de mer non plus puisque le roi craint l'intoxication alimentaire tout comme la famille royale. Ce sera donc de la volaille de Bresse, puis un plateau de fromage, des fromages français, mais bien sûr anglais avec de la gelée royale, touche britannique obligée. En dessert, ce sera un entremets à la rose, framboise et litchi, le tout recouvert d'un macaron, un dessert qui a donc été imaginé par Pierre Hermé. Ce dîner qui devrait donc durer 1h45 avant de finir par une balade royale dans les jardins donc du château à la demande du roi Charles III. Mais t'es pas possible, t'as... L'argent public, je ne l'oublie jamais. C'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Bonjour. Écoutez, c'est vrai qu'on a eu la chance, les équipes de TF1, de LCI, de suivre les préparatifs de cette galerie des glaces cet après-midi, le dressage de la table qui a pris une bonne partie de la journée, cette table qui fait 62 mètres de long. Il a donc fallu s'y mettre à près d'une centaine pour faire ces préparatifs avec des intendants de l'Élysée, mais aussi avec des argentiers qui manipulaient avec des gants le moindre couteau, la moindre fourchette, le moindre de verre. Des verres qui ont près de 100 ans, des verres Baccarat entretenus dizaines d'années après dizaines d'années par les argentiers de l'Élysée. Les assiettes aussi en porcelaine qui valent chacune plusieurs milliers d'euros, peintes à la main et magnifiquement bien entretenues. Vous vous en doutez, cette galerie des classes à l'heure actuelle est très belle et très bien préparée.
Avec une dette publique représentant plus de 44 000 € par habitant, la France est enquistée dans une équation infernale. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes Et roulades. vous faites pas mal des roulades, vous? Ce doux pays aux prélèvements obligatoires les plus importants du monde réussit à mécontenter aussi bien ses fonctionnaires que ses usagers. Vous ne comprenez rien à notre fiscalité? Rassurez-vous, tout cela est bien voulu, pensé et organisé. L'objectif est de vous faire payer toujours plus et toujours plus discrètement. Le meilleur prélèvement étant bien entendu celui qui ne se voit pas et dont on ne parle jamais. J'ai rien senti. Mais qui rapporte gros à l'État. Feindra, tête de tigre! Dans la liste des recettes de l'État, il y a les principaux prélèvements que nous connaissons tous, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou la taxe foncière. Mais il y a aussi tous ceux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Et pour cause, ils sont bien dissimulés. Si bien d'ailleurs que nous n'en entendons jamais parler. De l'achat d'un plein d'essence à celui d'un réfrigérateur, en passant par le dentifrice, le vin, le sucre, l'électricité, le logement ou les cigarettes, chaque élément de notre vie quotidienne est rythmé par les taxes. Pendant notre vie et même après, puisque l'enterrement sera pour votre commune l'occasion de renflouer ses caisses, l'inhumation, la crémation et le convoi funéraire font ainsi par exemple l'objet de 3 prélèvements différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31. Alors, maman, ça tourne l'usine. La folie, Roger. 5, 5, 5, 5, arrive chez ta hein, là. Ça marche. 10. Mais peut-on seulement savoir pourquoi on paie? Plus c'est gros et mieux ça passe. On paie des impôts finalement tout au long de la vie. Sur ce qu'on gagne évidemment, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on vend. Et il ne faut pas oublier que la première ressource de l'État, c'est justement la TVA. Donc en fait, tous les Français sont contribuables. Et c'est un peu comme si les dirigeants avaient appliqué au pied de la lettre la fameuse recommandation du ministre de Louis XIV Colbert, qui disait que la collecte de l'impôt consiste à plumer loi sans qu'elle crie. C'est dégueulasse. McFly, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Et bien en fait, on a l'impression que justement les pouvoirs publics exercent un certain nombre de techniques pour éviter que les Français prennent conscience qu'en fait, l'argent public les concerne, puisque non seulement ils y participent tous, et en plus, ils ont le droit de demander des comptes à leurs élus. Bonne chance, Manu. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est incapable de recenser le nombre de prélèvements obligatoires. On vote beaucoup de choses en France au niveau fiscal, mais il y a très peu d'analyse en amont et en aval. Donc il n'y a pas de réflexion en amont. On vote sous le coup de l'émotion, on vote parce qu'il faut faire plaisir à tel ou tel lobbyiste. Qui dit impôt dit aussi déclaration. Il y a aujourd'hui des entreprises, alors je pense particulièrement aux petites qui ne peuvent pas avoir un bataillon d'experts comptables et fiscaux pour les assister, qui sont soumis à des déclarations pléthoriques qui vraiment ne tombent pas sous le sens en général. Et aujourd'hui, quand on essaie de dresser un état des lieux, on se rend compte que l'administration jouit d'une impunité totale et de pouvoirs de plus en plus exorbitants. Donc le prélèvement à la source, tous les dispositifs aussi qui permettent à l'administration d'enquêter sur la vie des contribuables, de les redresser plus facilement, de les sanctionner plus lourdement. Personne ne comprend rien, que ce soit l'administration ou même les avocats, parce que quand en fait vous votez des dispositifs qui sont complètement flous, et ben ça laisse une marge d'interprétation très importante, que ce soit pour le contribuable ou l'administration. Mais in fine, c'est quand même grosso modo l'interprétation de l'administration qui est toujours retenue. Dans le cadre de mon activité, je suis presque désabusée de voir à quel point on a du mal à se sortir de cet étau qui se resserre au niveau des contribuables. Quand c'est flou, il y a un loup. Conséquence de cette propension à la taxe, la France est, pour beaucoup de contribuables, devenue un véritable enfer fiscal. Le groupe de réflexion américain Tax Foundation compare depuis des années l'attractivité des pays européens et a, en 2022, placé la France à la toute dernière place. Cela ne devrait guère nous étonner. Qu'il s'agisse d'impôts sur les particuliers, les sociétés, la consommation ou le foncier, le constat est simple, la France se flatte d'être un modèle que personne n'a le génie de copier. Faut-il taxer davantage les plus riches? Pas ça! Pas ça! Pas ça!
On dit merci Macron, oui. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. La France compte la plus importante concentration d'élus de la planète. Avec ses 577 députés, ses 348 sénateurs, 2040 conseillers régionaux, 4042 conseillers généraux, 34 945 maires, 519 417 conseillers municipaux et les 38 000 élus intercommunaux, notre pays totalise 618 384 élus, soit un mandat pour 104 habitants. Bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Alors, on continue. Voilà les petits loups. L'administration française comporte plusieurs couches, qu'on appelle le millefeuille, tellement il y en a. Il y a les communes, il y a le groupement de communes, qui est un truc un peu plus mystérieux. Au-dessus du groupement de communes, il y a le département, puis il y a la région, donc ça fait déjà 4 couches. Mais on a ajouté à ça les métropoles, parce qu'autour de Lyon, des grandes villes françaises, donc il y a la métropole qui remplace plus ou moins le département, mais pas complètement, puisque le département subsiste. Donc c'est en ce sens que ça ne cesse de se compliquer. Même quand on veut rationaliser, il y a eu une réforme des régions sous le mandat de François Hollande. Objectif, simplifier, économiser. Raté. Ça n'a rien économisé du tout. Ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Quand vous créez un objet, il veut exister. Pour exister, il veut des missions et il veut des moyens pour les remplir et il en veut toujours plus. Et donc, plus vous créez d'objets et de couches, plus vous générez de désirs de dépenser. Ça a été particulièrement flagrant pour les groupements de communes qui étaient faits au départ pour rassembler des centres de dépenses et acheter mieux, plus économique, etc. Et qui en fait a amené à une explosion des dépenses parce que finalement les communes n'ont pas souhaité transférer les personnels correspondant aux fonctions vers le groupement de communes. Donc le groupement de communes a embauché des gens pour faire les choses en interface avec les gens sur les mêmes fonctions dans les villes. Et puis, alors là, l'erreur totale et épouvantable, le groupement de communes qui au départ n'avait pas de capacité à lever de l'impôt en propre, a dit, nous, on peut faire plus de choses à condition de lever de l'impôt. Et on les y a autorisés. Donc à partir de là, la boîte de Pandore était ouverte et les gens ont levé de l'impôt, se sont inventés des nouvelles missions, etc. C'était une zone de non-droit démocratique puisque ces gars-là levaient de l'impôt, etc. sans avoir été élus pour se faire quelque part. Je vais te redire ce que je veux. Regarde bien mes lèvres. Hein. Je veux 5 000 $. Regarde bien mes lèvres. Hein. Je veux 5 000 $. Entre la Direction générale de la santé, les ministres, le Conseil scientifique, Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé publique, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chacun estime avoir rempli sa mission, c'est-à-dire avoir scrupuleusement respecté les règles. Je rappelle que je ne connais aucun ministre en Europe qui se soit exprimé aussitôt devant ses concitoyens. Cela prouve quelque part mon degré de vigilance. Excellent, excellent! Pour parvenir à se moderniser, depuis une dizaine d'années, l'État a aussi multiplié les recours à des cabinets de conseil privés. Tant et si bien que le Sénat parle d'un phénomène tentaculaire. La Cour des comptes a fait le bilan. Depuis 2015, les achats en prestations intellectuelles des ministères ont plus que triplé. Les dépenses pour les conseils en stratégie ont été multipliées par 12 et par plus de 20 en matière de communication. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. L'étude de la gestion de la ville de Paris est un cas d'école. Depuis 2014, la dette a plus que doublé, tandis que les impôts explosent. Je ne gouvernerai pas en me contentant d'ajouter de la dette à la dette. En 2001, quand les socialistes ont pris la mairie, il y avait 1 milliard de dettes. Et là, plus récemment, Madame Hidalgo a doublé la dette en 8 ans. En 2001, il y avait 40 000 fonctionnaires, il y en a maintenant 55 000. Je ne pense pas que Paris était très mal géré pendant la période qui a précédé. Et donc, si on fait le rapport par habitant, ça fait un fonctionnaire pour 39 habitants à Paris. À Rome, pour 95, à Londres, pour 107. Voilà, c'était des fois plus parlant que des dizaines de milliers dont on ne se rend pas compte ce que ça reprend.
Encore que 55 000, c'est une ville. Hein. Donc voilà, pour des dépenses faramineuses, rien que pour elle, cette chère Madame le maire, elle a 236 personnes à son cabinet et 416, je crois, à son service de communication. Il y a entre 250 000 et 300 millions de subventions aux associations, dont certaines, on se demande si elles ont une existence réelle, il n'y a jamais de contrôle. Moins économes, endettés jusqu'au cou, suradministrés et moins équipés. Paris perd plus de 10 000 habitants chaque année. Je suis quand même une vraie écolo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet sans tabou. C'est ok! Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. Ça s'appelle l'irresponsabilité. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusés l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Je suis un champion! Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Bonjour. Ce sera un bordel, mais alors, moi franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Faut en avaler des couleurs hein, pour faire de la politique. Non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis un champion! 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13, et oui, 13, mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales. Cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence éthique. Le RIB que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. C'est Brigitte qui m'a troublé. Pardon. Alors même qu'un des premiers signataires de ce texte est accusé au terme de 2 plaintes de viol sous soumission chimique et de tentative de viol. Beau bilan. La société souffre. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat va t'occuper. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais comment on peut continuer à faire ça? On dit rien, c'est normal. On devient fou. Comment je peux expliquer ça à mes enfants? C'est des bougnoules! C'est des bougnoules! C'est des bougnoules! C'est des bougnoules! Vous avez raison à 100%, Jean-Étienne, il y a un malentendu à la base, venez dans mon bureau, on va s'arranger. Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on savait pas que les journalistes l'étaient autant. Lâches. Et qu'ils sont capables, oui, d'une lâcheté. D'une lâcheté. Je vous pose des questions, vous n'y répondez pas. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. Salut à tous. Bon, l'actualité toujours... il faut arriver à démentir un peu tout ce qui se dit à droite, à gauche et tout ça. Et il y a un avocat là cette semaine, ou un ancien avocat enfin, qui a été pendant 1 an même faire un service en Israël, là, à la frontière, à Arnaud Krasfeld, quelque chose comme ça. Là. En fait, j'ai vu une intervention de lui sur un plateau télé qui explique qu'il y a 6 millions de musulmans en France et que la plupart travaillent dans les chantiers.
Et donc ils ont accès aux explosifs. Je voudrais lui dire, c'est à moitié vrai ce qu'il dit. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé pendant près de 20 ans sur les chantiers avec plein de musulmans, c'est vrai. Mais on n'a jamais vu un bâton de dynamite. Par contre, là où j'aime bien, c'est, il dit il y a 6 millions de musulmans et la plupart travaillent sur des chantiers. Donc c'est bien de le dire que les musulmans ils travaillent. Hein. Vous voyez, ils ne profitent pas tous des aides de la CAF, ils travaillent les musulmans. Et moi j'ai envie de dire presque l'honneur de travailler avec des musulmans. C'était avant tout des collègues de travail avant d'être des musulmans. Mais j'étais choyé sur les chantiers avec ces gens-là, quoi. Il y avait toujours le café, le thé, tout ça. Sur un jour de repos, même, je suis parti, si la vidéo tourne, des gens vont s'en rappeler. Je suis parti sur un jour de repos avec, on était 5-6. J'étais le seul non-musulman, on va dire, dans la voiture. Hein. Donc on est parti très tôt le matin de Pau pour rejoindre Libourne, une mosquée, pour aller faire la cour en enrobé de la mosquée à Libourne. Et donc ça, on l'a fait, nous, bénévolement. Donc on est arrivé là-bas, il y avait les semis d'enrobés qui nous attendaient, il y avait 30-40 personnes, des papis, des mamans et tout ça qui nous attendaient, tous pour nous donner un coup de main. Et donc on a fait la cour en enrobé. Le midi, j'ai été reçu, mais comme un pape chez les musulmans, comme un pape, quoi. J'ai bouffé comme j'ai jamais bouffé. Un plat de couscous qui était plus grand que la table. Donc je connaissais pas trop les us et coutumes, on va dire, de ces personnes-là. Donc il fallait manger ce qui était face à moi. Donc ils me prenaient dans le plat pour amener les meilleurs morceaux de viande devant, des petites pâtisseries. J'ai même, donc du coup, après ça, j'ai retiré mes chaussures, je suis rentré dans la mosquée, j'ai été, parce qu'il faut aller voir, c'est pas tout d'en parler, il faut aller voir. Donc j'ai été avec eux. C'était la prière, donc l'imam qui parlait, l'imam m'a reçu, après on a discuté, on a échangé, un super moment, on est rentré, le matin ils avaient fait la prière au lever du soleil, le soir ils ont fait la prière au coucher du soleil, voilà. Donc monsieur Krasfeld là, merci de rappeler que les musulmans travaillent, mais voilà, il n'y a pas de dynamique sur les chantiers, arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez de salir cette religion, arrêtez de salir ces gens-là. Vous êtes lâchés comme des chiens, que ce soit vous, meilleur habit pour les gens là, allez chercher par vous-même, hein. Allez chercher 8 mai 1988. Allez chercher, ils ont défoncé des personnes à coups de batte de baseball et Meyer Habib en faisait partie. Ils ont été condamnés pour terrorisme. Meyer Habib, Elie Chouraki qui se fait la gueule sur les plateaux télé. Voilà. Moi, il faut arrêter de montrer toujours l'autre du doigt. C'est toujours la faute à l'autre. C'est tous ceux qui sont en haut là, c'est leur faute à eux. Ils sont en train de nous faire éclater tous. Et tombez pas dans le piège, quoi. N'hésitez pas, vous tous qui n'êtes pas lobotomisés par la télé, n'hésitez pas à aller dans les campagnes, vos parents, vos grands-parents et tout ça, qui regardent un peu trop la télé, et montrez-leur tout ce qu'il y a sur la réseau. Montrez-leur notre vérité à nous, hein, notre version à nous de la vérité, quoi. Et voilà, et j'ai toujours une pensée pour le peuple palestinien, évidemment, une pensée pour le peuple juif, parce que c'est pas eux qui appuient sur le bouton pour bombarder. Voilà. Que les peuples se réveillent. Place à l'humanité, place à la paix.